Les électeurs maliens sont appelés aux urnes le 29 juillet 2018, date de l'élection présidentielle. L'État a donc 5 mois pour organiser le scrutin dans un climat sécuritaire tendu. Dans les zones du nord, dans le nord et le centre du pays échappent toujours au contrôle des autorités. Avec nous, Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, président du parti Yelema. Bonsoir Moussa Mara. Bonsoir madame. Est-ce que pour vous, l'État malien est en capacité d'organiser les élections aujourd'hui ? Je pense qu'avec l'implication de tous, notamment de nos partenaires présents sur notre territoire, avec une volonté affirmée de l'État et un bon partenariat avec les autres acteurs du processus, c'est possible. Alors pourtant, l'ancien ministre de la décentralisation affirme que la situation sécuritaire est pire qu'en 2013. C'est une réalité, ça? Est-ce que les élections auront lieu? C'est une réalité, mais je pense que la question qu'on doit se poser, c'est comment organiser les élections les moins imparfaites possibles. Il n'y a pas d'alternative à l'organisation d'élections. Tout autre cas de figure ne peut être qu'une aventure dangereuse pour notre pays. C'était déjà le cas en 2013. En 2013, il y a eu un coup d'État militaire. Là, on ne parle pas de coup d'État et je touche du bois pour qu'on n'en parle jamais dans notre pays. Il faut organiser les élections. La situation sécuritaire était fragile. La situation sécuritaire était fragile, la situation sécuritaire elle est préoccupante en 2018, mais il n'y a pas d'alternative aux élections. Donc il faut que nous puissions nous mobiliser, que les autorités s'impliquent fortement, que nous fassions intervenir nos partenaires et que l'ensemble de la communauté nationale malienne se mobilise pour qu'il y ait les élections les plus inclusives et les plus pacifiques possibles. Et justement, est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle de juillet? Je fais partie d'un groupe qui prône un changement véritable dans notre pays. D'une dizaine de personnalités et notre objectif c'est que ce groupe désigne un d'entre nous pour porter le flambeau parce que nous sommes conscients que pour réformer en profondeur notre pays, il faut une alliance la plus large possible et cette alliance va le moment venu. Donc il faut une candidature unique de l'opposition? Pas une candidature unique de l'ensemble de l'opposition. L'opposition pour moi c'est un certain nombre de pôles. Il y a l'opposition classique traditionnelle autour du chef de file de l'opposition actuelle. Il y a aussi d'autres candidats qui sont porteurs d'autres types de projets. Nous en faisions partie. Et justement, où est-ce que vous vous situez dans cet échiquier politique? Mais justement, c'est ce que j'essayais de vous dire. Aujourd'hui, grosso modo, nous avons la majorité présidentielle, autour du chef de l'État sans doute. Nous avons l'opposition classique, qui a été opposée à cette majorité pendant tout le mandat. Et nous avons, je dirais, ceux qui sont partisans d'une troisième voie, qui consiste à dire que ce dont nous avons besoin aujourd'hui au Mali, ce n'est pas une alternance qui consiste à remplacer le président Ibeka par X, Y ou Z. C'est un véritable changement de logiciel. C'est une réforme en profondeur de notre pays, avec un renouvellement de la classe politique, un rajeunissement de la classe politique, des actions fortes contre la corruption, une décentralisation importante. Et ça, nous ne le trouvons ni dans la majorité actuelle, ni dans l'opposition actuelle. Donc cette troisième voie, il faut que nous puissions travailler dessus. Nous sommes une dizaine de personnalités, dont des anciens premiers ministres, anciens ministres, autres personnalités nouvelles sur l'échiquier politique. C'est quoi la spécificité de cette troisième voie? C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous voulons un changement profond, pas simplement un changement d'homme. Nous voulons un changement de procédés, de idées nouvelles, de nouvelles façons de faire, une lutte implacable contre la corruption, notamment la corruption des élites, pas la corruption des lampistes. Et ce changement profond, nous pensons qu'il faut une nouvelle gouvernance, de nouvelles têtes, de nouvelles élites, plus jeunes, plus ouverts sur le monde. Et ce groupe a cette vocation. Maintenant, ce groupe, d'ici 3 semaines, en tout cas à la fin du mois de mars, doit y désigner un candidat. Ce candidat peut être moi, ce candidat peut être une autre personne. Et vous êtes prêt à vous ranger derrière? Et notre objectif, justement, c'est que quel que ce candidat soit, que tous les autres se rangent derrière. Je pense que c'est l'une des conditions pour que nous obtenions une vraie alternance, pas le changement de X par Y. Et vous parliez justement de nouvelles figures qui émergent. On sait que la réforme constitutionnelle a tenu en haleine le pays. Vous aviez d'ailleurs participé à sa conception en tant que Premier ministre du Mali. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne réforme? L'idée de la réforme constitutionnelle est indispensable pour 2 raisons. Notre constitution date de près de 30 ans. Il y a sans doute des éléments qui sont dépassés, qui nécessitent d'être révisés. D'ailleurs, les anciens présidents Alpha Omar Kounaré et Amadou Toumani Touré avaient essayé en leur temps de réformer la Constitution. Secondo, l'accord de paix nécessite, sa mise en œuvre nécessite qu'on réforme notre Constitution. Donc pour ces 2 raisons, la réforme constitutionnelle est indispensable. Le projet porté par le président Ibeka l'année dernière, d'ailleurs, s'inscrit dans cette dynamique et avait des éléments positifs.
Mais ce projet aussi avait aussi des insuffisances importantes, notamment un renforcement inopportun du pouvoir présidentiel. C'est pourquoi nous avions demandé en son temps au président de surseoir au projet, de le corriger et que le moment opportun, on puisse le porter. Mais je pense sans doute que c'est trop tard dans le cadre de ce mandat. Il reviendra au prochain chef d'État de l'ordonnancer. Mais la réforme constitutionnelle est indispensable au Mali. Alors c'est la société civile qui a fait plier le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta sur cette réforme. Est-ce que finalement ce ne sont pas des figures comme Rasbat, Master Soumi qui finalement mobilisent cette jeunesse plus que vous? Je rappelle qu'en 2013, vous faisiez figure des candidats des jeunes. Aujourd'hui, il est clair qu'une bonne partie des aspirations des jeunes sont portées par cette société civile et par Rasbat, par Master Soumi, par d'autres acteurs. Moi, je pense que c'est positif pour la démocratie. Mais il est souhaitable que cette frange de la société civile reste de la société civile pour garder sa crédibilité et continuer à porter la voix des jeunes. C'est un élément qui obligera sans doute les politiques que nous sommes, aux affaires ou dans l'opposition, à tenir compte davantage des positions des Maliens. Une démocratie sans société civile forte, comme c'était le cas du Mali jusqu'à présent, ne peut pas être une démocratie. Est-ce que ça prouve pas l'échec de l'opposition traditionnelle, de la classe politique? À mon avis, ça prouve les insuffisances importantes de la classe politique traditionnelle. Majorité, opposition comprise. C'est pourquoi moi je pense que le Mali a besoin d'un renouveau beaucoup plus important que de remplacer simplement le président par X ou Y. Ce qui faisait le fondement de notre démocratie, il y a des insuffisances majeures, des partis qui ne représentent plus les aspirations des populations, une corruption endémique dans les partis, dans les structures publiques, au niveau du leadership, et peu de prise en compte des préoccupations des populations. C'est ce qui a permis sans doute à des figures de la société civile d'émerger. C'est positif. Il faut que demain, les leaders politiques du Mali, que nous espérons incarner en partie plus d'autres, prennent en compte davantage les aspirations populaires. Ça aussi, c'est une piste de changement. Alors, vous êtes en campagne depuis des mois. Certains vous reprochent de courtiser les religieux pour accéder à la présidence. En clair, de faire campagne dans les mosquées. Le Mali est un État laïque, non? Le Mali est absolument un État laïque. Ceux qui me suivent et qui me connaissent savent parfaitement, de par mes écrits, de par mon parcours, qu'il n'est question ni pour moi, ni pour qui que ce soit de remettre en question la laïcité. Mais il n'en reste pas moins que la religion est une donnée importante et de notre société et de notre pays. La laïcité ne veut pas dire enfermons les religions quelque part et puis oublions-les. La laïcité veut dire neutralité de l'État vis-à-vis des religions, équidistance de l'État vis-à-vis des religions, permettre aux minorités religieuses de vivre leur foi dans la liberté absolue, mais elle ne veut en aucun cas dire pas de religion. Moi, je suis un musulman pieux, pratiquant. Je suis aussi le fils d'un père catholique et d'une mère musulmane, donc j'ai de très bonnes relations avec l'ensemble des religions et l'ensemble des leaders religieux. J'estime que la religion joue un rôle important dans la stabilisation de notre pays et le sera et continuera à le jouer. Maintenant, il faut des leaders qui comprennent ces choses et qui travaillent en bonne intelligence avec les religions. Est-il pas dangereux dans ce contexte de mélanger politique et religion pour vous? Moi, je ne mélange en aucune manière politique et religion. Si vous lisez ce que je dis, si vous suivez mon parcours, vous verrez que je ne mélange en aucune manière politique et religion. Je dis simplement, l'individu que je suis, le leader politique que je suis, il n'est interdit en rien que je pratique ma religion et que les gens le voient. Je ne le cache pas. Mais mes idées et mes projets sont tout à fait modernes et en tout cas beaucoup plus modernes que ce que beaucoup de personnes en pensent. On va revenir sur votre bilan de Premier ministre. D'avril 2014 à janvier 2015, vous étiez le chef du gouvernement. Comment vous jugez votre passage à la primature? Je pense que j'ai manqué de temps pour faire beaucoup de choses. J'ai passé 9 mois à la tête du gouvernement. Mais je n'ai pas à rougir des actions qui ont été posées. Vous savez que le Premier ministre travaille sous les directives du chef de l'État. Nous sommes des régimes qui sont très présidentiels, où le président est vraiment la clé de voûte des institutions. Donc, au niveau modeste qui a été mes responsabilités, j'ai essayé de faire le maximum pour faire avancer l'action gouvernementale. Je pourrais citer quelques exemples. Faire signer aux ministres des contrats de performance et que les ministres s'engagent sur des résultats précis, faisant l'objet d'évaluation et ensuite éventuellement de sanctions. Je pense que c'est d'imprimer la notion de performance et de redevabilité au sein de l'action publique. Engager l'inventaire
des fonctionnaires, le contrôle physique des fonctionnaires ayant permis à l'État de réaliser 20 milliards de francs CFA d'économie, c'est aussi des actions qui sont à inscrire, je pense, au crédit de mon gouvernement, parmi tant d'autres. Ne vous sentez-vous pas tout de même comptable du bilan d'Ibeka? Vous avez porté pendant 3 ans, près de 3 ans, la politique. On va dire, j'ai été 9 mois Premier ministre. Je n'ai pas été 1 an Premier ministre. J'ai été 7 mois ministre, donc en tout 1 année et demie. Sur cette période, les actes que j'ai eu à poser comme ministre et Premier ministre, je suis tout à fait prêt à les défendre, à les expliquer. Et le moment opportun, si je suis candidat à l'occasion d'élections présidentielles, à les revendiquer même. Mais des actes posés par d'autres ministres et encore plus par le chef de l'État, je ne saurais en aucun cas être tenu responsable de ces actes. Alors, il y a eu aussi votre visite mouvementée à Kidal en mai 2014. Depuis, l'armée malienne n'est plus présente dans cette ville du nord du pays. Est-ce qu'avec le recul, vous regrettez ce déplacement? Cette question, on me la pose très souvent. Le Premier ministre, elle est d'importance. Je n'ai pas l'intention de m'y dérober. Le Premier ministre que j'étais a agi sous les orientations du chef de l'État. Le président de la République, qui l'a reconnu dans un discours à la nation, a demandé au Premier ministre de faire cette visite. Et cette visite était dans un cadre administratif. Chef de l'administration présente à Kidal, Kidal faisant partie du Mali, ce qui est contesté par personne. Et donc le Premier ministre qui se rend à Kidal pour s'assurer que les choses fonctionnent et que les Kidalois, qui sont des Maliens comme les Sikassois et les Bamakois, sont servis à hauteur de souhait. C'était ça le fond de la visite. Ce n'était ni une provocation, ni des négociations, ni quoi que ce soit. Vraiment dans mon rôle. Si une mission de ce type est à refaire, je n'hésiterai absolument pas. Il y a eu des morts, il y a eu des destructions qu'il faut déplorer. Et il faut prier pour le repos de l'âme de ces disparus et faire en sorte justement que leurs familles, leurs ayants droit aient tout ce qu'ils méritent. Mais une mission de l'État à la tête d'une administration est une mission pour laquelle il faut être prêt à donner sa vie. Et s'il faut le refaire, je le referai. On va passer maintenant à la situation sécuritaire qui est toujours aussi inquiétante. Encore aujourd'hui, 6 militaires et un garde forestier ont été tués dans la région de Ségou. C'est presque au sud du pays. Leur véhicule a sauté sur un engin explosif artisanal. 5 ans après le début de l'intervention française au Mali, quel bilan vous tirez de cette intervention? Le bilan de l'intervention française au Mali est un bilan positif. Parce qu'il faut savoir le contexte dans lequel l'intervention française a été conduite. C'était un contexte où, je pense, l'existence même du Mali était en jeu. Puisque les groupes terroristes étaient en train de déferler, au moins sur Mopti, peut-être plus loin. Mais en tout cas, ça allait entraîner, je pense, la désagrégation au moins de l'État malien. L'intervention française a permis de rétablir l'État, d'étendre la souveraineté de l'État sur le reste du territoire, de désorganiser les groupes armés terroristes et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de menace sur l'existence de l'État. Aujourd'hui, il n'y a pas de menace véritable sur l'existence de l'État, en tout cas pas à court terme. À ce titre, la mission a rempli la première partie, je dirais, de ses objectifs. La seconde partie est politique. Il s'agissait de faire en sorte qu'il y ait un pouvoir qui soit élu, cela a été fait, et que ce pouvoir maintenant s'implique dans un processus de réconciliation véritable et dans une action de redressement étatique profond. Cela n'a pas été malheureusement fait à hauteur de souhait. On a signé un accord de paix qui est un bon accord, qui est un bon accord, pour vous aujourd'hui, mais qui n'est pas appliqué. C'est qui n'est pas appliqué. Le problème de l'accord d'Alger, c'est qu'il n'est pas appliqué. Donc il faut l'appliquer, et il faut l'appliquer de fond en comble, notamment ces parties institutionnelles et de gouvernance. Vous savez, l'accord de paix, on parle beaucoup de désarmement, de démobilisation. Ça, c'est un élément. Mais l'élément fondamental de l'accord de paix, ce sont les réformes de régionalisation, de décentralisation, avec plus de pouvoir donné aux périphéries de notre pays pour soulager la capitale. Cela n'a pas été fait. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de la future force du G5 Sahel qui est en train de se mettre en place? C'est une force qui a une vocation. Il ne faut pas donner à cette force plus de vocation qu'elle n'en a. C'est une force qui a la vocation de sécuriser les zones frontalières. C'est déjà pas mal, parce qu'on sait que les groupes terroristes, les bandits, les fauteurs de troubles de tout acabit circulent sur les zones frontalières comme ils le souhaitent. Donc, en perturbant leur mouvement au niveau des frontières, on pourrait travailler à les contenir sur des zones et puis à les rendre un peu plus vulnérables afin de pouvoir les combattre de manière efficace. Mais on n'oubliera pas que cela relève quand même des forces armées des pays, notamment
des forces armées et de sécurité du Mali. Donc, en complément au G5 Sahel, la réforme de nos forces armées et de sécurité, accompagnant les réformes étatiques et de gouvernance, permettront normalement de rétablir progressivement la sécurité au nord de notre pays et par là créer des conditions pour que le centre soit pacifié. Parce que ce qui se passe au centre est un problème. Merci beaucoup Moussa Mara d'avoir accepté notre invitation. Merci bien.